Un seul titre à la une de cette édition d'information, Journée internationale de la femme, le temps des réjouissances. Après une semaine d'intenses activités meublées de séminaires, tables rondes, journées portes ouvertes, les femmes ont pris d'assaut les différents points de défilé du Giron national pour célébrer la journée à elles consacrée. Écho à tout de suite. Bonne fête mesdames et bienvenue au journal. Le Cameroun s'est joint au reste de la communauté mondiale ce 8 mars pour célébrer la femme. À Douala, la vallée Besséké a accueilli la parade marquant la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Elles étaient toutes présentes, cadres, commerçantes, enseignantes, entre autres. Une journée que la déléguée régionale du MINPROF place sous le signe de la réussite. Colin Bekatal et Benoît Ndogmo, reportage. La communauté féminine du monde entier a effectivement célébré la 31e édition de la Journée internationale à elle dédiée ce mardi 8 mars 2016. À Douala, au lieu dit Vallée Besséké, elles étaient nombreuses des femmes qui ont participé à la grande parade qui marquait l'apothéose des activités liées à cette célébration. Au passage, les femmes dévouées au service du gouverneur de la région du littoral étaient à la tête d'un train géant attelé de plusieurs wagons, dont un des premiers était la cargaison des femmes exerçant dans les collectivités territoriales décentralisées. Ces mairies étaient représentées exclusivement par des femmes déterminées à conquérir leur autonomie. Mais dans un contexte économique comme le nôtre, l'autonomisation passe aussi par des finances. Heureusement, le passage des femmes de banque et microfinance était là pour rappeler tout leur soutien à toutes ces dames. Les dames professionnelles de l'audiovisuel, quant à elles, ont sans doute à leur passage emporté l'écho de cette assurance. Une pour toutes, toutes pour une. Un uniforme, un objectif, gagner le pari pour l'égalité des sexes et ce n'est pas gratuit. Les préposés aux enseignements secondaires et supérieurs le savent autant que les autres. Elles ont donc par leur présence démontré leur détermination à franchir elles-mêmes et à faire franchir la fille de la classe des obstacles pour ce précieux sésame. C'était l'occasion de découvrir la femme sous des profils autrefois exclusivement masculins. D'autres défilants étaient des femmes commerçantes, hôtelières, sportives, femmes d'association de la diaspora, femmes politiques et la liste est loin d'être exhaustive. Des pas fermes et cadencés des dames sous le rythme très enlevé de la fanfare, animée bien sûr aussi par des femmes. Pour cette figure de proue au féminin, c'était une journée plutôt satisfaisante. Les femmes ont respecté les instructions qui ont été données, défilé en tenue glissante, en chaussures basses et en tenue harmonisée. Vous avez vu que la fête était belle, mais nous insistons en disant que le thème le 8 mars ne s'arrête pas aujourd'hui. Le thème doit faire l'objet de multiples réflexions jusqu'au 7 mars de l'année 2017. Car à chaque jour suffit sa joie. Défilé du 8 mars 2016, l'hôtel Pullman Rabinga imprime sa marque. Les femmes de ce prestigieux établissement hôtelier ont valablement représenté le mastodonte groupe Fadil à la grande parade qui a eu lieu à la place de la Besséké à Douala. Reportage, Eric Tiche et Josué Ngonga. Le violet, une couleur royale qui représente la subtilité, le romantisme et l'idéalisme, la protection, la mélancolie, la fraîcheur, la pureté, la paix et le luxe. C'est donc cette couleur qui donne fière allure au pain du 8 mars et qui se marie parfaitement avec les tons neutres qu'arborent les Amazones de l'hôtel Pullman Rabinga de Douala à l'occasion de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Les dames du plus prestigieux établissement hôtelier de la capitale économique vont avec mesure, méthode et élégance traverser la tribune d'honneur sous les regards admirateurs du public, des invités et des autorités administratives, au premier rang desquels le gouverneur de la région du littoral qui préside le défilé à la place de la Besséké à Douala. L'audace, l'assurance, la forte personnalité et l'originalité qui accompagnent le passage de ces femmes leaders de l'hôtellerie au Cameroun ouvrent une passerelle à l'auto-évaluation, bien loin de l'auto-glorification souvent entendue en pareilles circonstances. C'est une tradition pour nous de chaque année de se présenter et présenter aussi la marque et présenter la groupe Fadil. Donc comme pour aujourd'hui, c'est Pullman, les dames de Pullman qui vont recevoir aussi les deux autres femmes dans notre groupe, comme le groupe CCC et EMG. Donc on va manger comme d'habitude en famille et partager le peu qu'on a et se détendre.
Et comme c'est tout les femmes travailleuses, on va aussi essayer d'être prudents, respectueux et rentrer chez nous et manger. Ces femmes qui en sont à leur première édition du 8 mars sous l'appellation Pullman ont tenu à perpétrer la tradition formulée en termes de bien faire en tout temps et en tout lieu. Après ce majestueux passage devant la tribune, un somptueux dîner qui va précéder les réjouissances populaires sera offert à l'ensemble du personnel féminin du groupe Fadil dans l'une des salles polyvalentes de l'hôtel 4 étoiles Pullman Rabinga à Bonanjo. La suite du journal, la caravane d'information et de sensibilisation des populations sur les nouveaux plans directeurs d'urbanisation et plans d'occupation des sols de la ville de Douala a pris ses quartiers à la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 3e le 7 mars dernier. Le contexte de cette campagne lancée depuis le 15 février dernier par la communauté urbaine de Douala a été présenté aux populations au cours d'une rencontre présidée par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Reportage, Éric Ticheux et José Ngongang. La commune de Douala 3e, l'une des plus vastes du département du Vouri, est une zone d'extension de la ville, d'où la complexité de son plan d'urbanisation et l'occupation des sols. Raison pour laquelle la caravane de la communauté urbaine de Douala, qui sillonne les arrondissements pour restituer le nouveau plan PDU poste de la ville, l'a choisi comme avant-dernière étape. Donc nous sommes prêts à affronter la multitude de problèmes d'occupation anarchique des sols. Vous savez qu'ici on construit beaucoup sans qu'on demande la permission. Nous avons le problème de désordre urbain. Sachez que Douala 5 et Douala 3 se partagent le lourd tribut du carrefour de Koti. C'est pour cela que nous pensons que Monsieur le maire, ayant bien préparé le terrain, notre présence va beaucoup aider les populations de Douala 3. Il était donc important d'informer et de sensibiliser les populations sur ce nouveau plan opposable au tiers qui viendra sans doute changer le visage de l'arrondissement de Douala 3e, déjà sous l'emprise du désordre urbain et des constructions anarchiques. Quelque chose de très important pour tout le monde parce que déjà, très peu de gens savent quels sont les documents administratifs qu'il faut avoir pour soit construire, soit démolir, soit modifier. Ça, très peu de gens le savent. Bon, beaucoup de gens sont au courant du titre foncier. L'obtention du titre foncier, bon, pratiquement tout le monde sait qu'il faut obtenir un titre foncier lorsque vous avez un terrain. Mais maintenant, le permis de bâtir, oui, en quelque sorte aussi, mais tous les autres documents là, la démolition, un document pour l'urbanisme, un document pour modifier, alors ça, c'est des documents qui ne sont pas très connus. Et je crois que travail comme celui que le délégué est en train d'abattre, c'est-à-dire amener les populations à être au courant de l'existence de tous ces documents, c'est un travail très important et très sérieux. Durant une semaine, l'équipe de la communauté urbaine de Douala, qui a pris ses quartiers à Douala 3e, va en plus de renseigner les populations sur ses plans, aménager certains artères de l'arrondissement. Rendons-nous dans la région de la Damawa à présent, où on parle de grands pas vers l'émergence dans la circonscription administrative de Ngaoundéré 1er. Le sous-préfet Téné Boniface a entrepris une descente au sein de son unité, question d'apprécier l'exécution des travaux qui sont effectués par les collectivités territoriales décentralisées. C'était sous la conduite des conseillers municipaux et l'exécutif de cette commune. Joseph Moafo et Valdez Kunga pour le compte rendu. L'équipe dirigée par Boniface Téné, sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er, entouré des conseillers municipaux de la commune, a fait le tour des chantiers réalisés à mi-parcours du mandat du maire Bobo Saliou. L'exécutif municipal et les conseillers en charge des grands travaux voudraient par cette initiative montrer aux populations et aux autorités administratives leur réalisation en faveur du développement de la localité. De bataille. D'abord de désenclaver complètement notre arrondissement. Vous verrez qu'on a le premier mandat que nous avons eu la chance de faire, nous sommes partis sur le désenclavement en construisant des ponts dans certains quartiers comme Bamianga. Cette année encore, ou bien ce deuxième mandat encore, nous nous retrouvons sur le même combat. Nous croyons que d'ici quelques années, ça sera donc terminé et le développement va suivre. Au total, 14 ponts, 3 écoles primaires et un site de lotissement ont été visités. De l'avis de Boniface Téné, sous-préfet de cet arrondissement, c'est un grand travail effectué par l'exécutif communal et il convient de saluer cette volonté qui bénéficie à la population locale.
Nous venons de sillonner l'unité de part en part et cette descente nous a permis de toucher du doigt les réalisations qui ont été effectuées tant sur fonds propres de la mairie que par appui à différentes institutions de financement. Je voudrais ici saluer l'effort qui a été fait par l'exécutif communal assisté du conseil municipal, surtout pour désenclaver les quartiers populaires. Mais il faut dire que tout n'est pas rose dans la circonscription communale de Ngaoundéré 1er. L'occupation anarchique de l'espace a fait son lit dans certains quartiers, l'insalubrité aussi. Les quartiers Bamianga et Burkina dépourvus de route nécessitent une viabilisation. Nous voulons en appeler au civisme des populations. La municipalité est là pour concevoir l'installation des populations et les constructions doivent donc se faire selon le plan d'urbanisme donné par le plan directeur, n'est-ce pas, d'urbanisme. Malgré les efforts des autorités pour éradiquer l'occupation anarchique des espaces, ce phénomène gagne du terrain. Les populations interrogées sur la situation pointent du doigt l'insuffisance des terres qui amènent les familles à s'installer dans les zones à risque. Mais ils pensent que si l'autorité frappe du poing sur la table, les uns et les autres vont se conformer à la loi d'urbanisation. Aussi, en dehors de l'esplanade de la communauté urbaine et quelques hôtels de la place, il n'y a pas meilleur cadre dans la cité capitale pour accueillir un événement. C'est aussi le défi que l'exécutif communal doit relever s'il espère un nouveau mandat. Renouvellement des organes de base au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La section Dja Lobo 8 installe ses bureaux de sous-section. C'est la place des fêtes de l'arrondissement de Meyo-Messi dans les tréfonds du sud Cameroun qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue à laquelle prenait part l'élite politique et administrative de ce département sous la conduite du représentant du comité central, Louis-Paul Moutazeux. Le compte rendu de Salmon Foué et Marcel Vondaben. Meeting populaire ce 6 mars 2016 à la place des fêtes de l'arrondissement de Meyo-Messi, département du Dja Lobo, région du Sud. La cérémonie qui a drainé des milliers de militants acquis à la cause du parti au pouvoir était consacrée à l'installation des membres des bureaux des sous-sections nouvellement élus à la faveur des dernières opérations de renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Au total, 450 membres de bureaux issus de 9 sous-sections RDPC construites autour de 54 comités de base et 162 cellules ont été installées par le président de la section RDPC Dja Lobo 8, Ferdinand Eyizo. C'était en présence du préfet du Dja Lobo, le maire de Meyo-Messi, les parlementaires de ce département et Louis-Paul Moutazé, le mandataire du comité central du parti du Flambeau Ardent. Pendant le rituel d'installation, il a été demandé à ces nouveaux responsables politiques d'assurer l'animation permanente du parti dans tous les coins et recoins de l'arrondissement de Meyo-Messi, de susciter les cotisations des membres et de soutenir en tout temps et en tout lieu les idéaux du parti. 3 missions qui, de l'avis du président de la section RDPC Dja Lobo 8, devraient s'accomplir en parfaite cohésion, cohérence et convergence de vues pour éviter au RDPC des querelles intestines, source de fragilisation du parti dans le département d'origine du chef de l'État. Louis-Paul Moutazeux, dans sa posture d'élite politique du coin et représentant du comité central, a émis le vœu de voir l'arrondissement de Meyo-Messi se doter d'une permanence du parti. Il a par ailleurs invité l'ensemble des militants du RDPC à s'inscrire massivement sur les listes électorales, histoire de sortir la région du Sud des profondeurs du dernier classement rendu public par Elecam. L'étape du Dja Lobo 8 aujourd'hui à Meyo-Messi est particulière parce que, comme vous l'avez dit, d'abord c'est une nouvelle section. Mais également, les élections, ce sont les différentes listes ont été élues sur la base du consensus. C'est pour ça qu'il ne m'a pas cru, je n'ai pas trouvé opportun de trop insister sur la nécessité de l'unité parce que l'unité a été constatée ici. Mais je me suis surtout appesanti sur le fait qu'on ne peut pas demander au président national de se présenter aux élections et de ne pas être prêt nous-mêmes. Quand je dis prêt nous-mêmes, c'est être sur les listes électorales. Guise de clôture, une motion de soutien et de déférence réitérant l'appel à candidature de M. Biya a été servie au public. Autre chose à présent, lutte contre les maladies tropicales négligées. Des progrès ont été accomplis, constate l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport consacré à ces 17 pathologies. Mais il est indispensable que les pays touchés investissent davantage pour améliorer la santé d'1 milliard de personnes concernées.
Le Cameroun, qui n'est pas épargné, organise sur son territoire du 9 au 11 mars une campagne de déparasitage des enfants d'âge scolaire. Reportage. La pratique à première vue est anodine et semble bien plaire à ces enfants qui s'offrent une baignade en toute quiétude dans ce cours d'eau qui pourrait malheureusement drainer des vecteurs des maladies tropicales négligées. C'est le cas par exemple des bilharzises que l'homme pourrait contracter au contact de l'eau, permettant ainsi le passage à travers la peau des larves du parasite. Et c'est donc pour contribuer à l'éradication des maladies tropicales négligées, suivant les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, que les pouvoirs publics en charge des questions de santé au Cameroun ont placé au centre de leurs préoccupations la lutte contre toute forme de bilharziose. Une démarche précise adossée sur diverses campagnes de lutte au profit d'une cible bien déterminée. Le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées a pour coutume chaque année d'organiser cette campagne de déparasitage en milieu scolaire. Donc c'est une campagne qui a pour objectif général de déparasiter tous les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans. Les objectifs spécifiques de la campagne consistent à administrer 2 médicaments essentiellement, le mébendazole et le praziquantel, à 100% des enfants cibles dans toutes les régions du pays et en l'occurrence dans notre région qui est le littoral. Il s'agit également de façon spécifique d'assurer l'information effective d'au moins 80% des parents sur la lutte et la prévention de la schistosomiase et des helminthiases intestinales. Le programme national de lutte contre la schistosomiase et les helminthiases intestinales, qui est domicilié au ministère de la Santé publique, rallie dans sa politique de lutte contre ces maladies les ministères des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base. Toute chose qui justifie la stratégie adoptée s'agissant du déparasitage des enfants en âge scolaire. Il faut dire que c'est un programme qui ne concerne pas seulement le ministère de la Santé, mais qui implique également le ministère de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Donc ces derniers, qui sont les acteurs clés dans l'administration même du traitement aux enfants, ont déjà été formés, ils ont déjà reçu tous les outils nécessaires et les activités vont effectivement démarrer. Durant cette campagne de déparasitage qui ira du 9 au 11 mars, il sera question pour les enfants d'âge scolaire de recevoir en dose unique le praziquantel pour la bilharziose et le mébendazole ou la bendazole pour les vers intestinaux. Bon à savoir, il est demandé à tous les enfants qui vont recevoir le traitement de prendre au préalable leur petit déjeuner. Tout autre chose à présent, crash du 22 juin 2014, les restes de Bill Fitzpatrick ont pu être évacués de l'épave découverte dans la forêt de Boko-Bandjon, département du Coupé-Maningouba, région du Sud-Ouest. Le préfet de cette unité administrative a personnellement présidé cette cérémonie. Les détails avec Honoré Bom. Un peu plus d'un an et demi après sa disparition, c'est au cours de cette année 2016 et précisément au mois de mars que le corps du pilote américain a finalement été sorti des montagnes du Sud-Ouest. La cérémonie de ces obsèques d'un genre particulier était présidée par le préfet du Coupé-Maningouba, qu'entourait pour la circonstance le directeur adjoint du parc national Odjala Kokoa au Congo, l'autorité traditionnelle et les populations du village de Boko-Badjo, lieu de l'accident. L'autorité administrative va sans détour justifier cette attente qui commençait à être extrêmement longue. Cette opération a été un véritable parcours de combattant, un défi pour nous, parce que là où le crash a eu lieu était tellement enclavé que rien que pour trouver l'épave et le contenu de l'épave était difficile. Techniquement, on ne pouvait pas transporter le corps qui était dans un état de pétrifaction avancé de manière pédestre ni terrestre. Le pouvoir central, les pouvoirs publics ont opté pour le faire par hélico. Mémoire, Bill Fitzpatrick, 59 ans, pilote américain spécialisé dans la lutte contre le braconnage, était parti de Kano au Nigeria avec une escale à Douala au Cameroun et Libreville au Gabon.
Mais le pilote américain n'atteindra jamais sa destination finale, qui était le parc national Ojala-Kokowa au Congo, où il luttait contre le braconnage. Son avion porté disparu le 22 juin 2014 avait été découvert le jeudi 9 avril 2015 par des chasseurs de la localité de Tombel dans la région du sud-ouest. L'avion du type Cessna 172 avait à son bord un pilote américain, Bill Fitzpatrick, et 3 autres passagers lors de sa disparition dans les montagnes du sud-ouest. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 8 mars et c'est avec nos confrères de l'AFP. Tête-à-tête à Izmir entre le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu et son homologue grec Alexis Tsipras pour commencer à concrétiser les nouvelles propositions d'Ankara. La veille, à Bruxelles, le gouvernement turc a fait monter les enchères en réclamant 3 milliards d'euros supplémentaires. En échange, Ankara accepterait notamment un retour massif des personnes ayant rejoint l'UE depuis son territoire. Les dirigeants européens se sont donné 10 jours pour examiner les propositions turques. Avancer, expliquer, réformer, Manuel Valls poursuit sa bataille pour le projet de réforme du droit du travail. Deuxième journée de concertation avec les syndicats et le patronat pour le Premier ministre, épaulé par ses ministres du Travail et de l'Économie, avant de rencontrer les députés socialistes au cours d'un séminaire. De nombreux parlementaires PS ont menacé de ne pas voter le projet en l'état. En attendant, il faut se préparer à un mercredi noir. Une journée de mobilisation contre le projet de loi est prévue, couplée à une grève contre les conditions de travail à la SNCF. Laurent Fabius, officiellement nommé président du Conseil constitutionnel, l'ex-ministre des Affaires étrangères français occupera cette fonction pendant 9 ans. Il avait été choisi mi-février par François Hollande pour succéder à Jean-Louis Debré. 2 ans après, la disparition du vol MH370 reste un mystère. Une équipe d'experts internationaux dirigée par la Malaisie a publié mardi son rapport provisoire annuel. Et pour la 2e fois consécutive, il n'y a aucune indication nouvelle sur les circonstances de l'accident. L'appareil de la Malaysia Airlines s'était volatilisé le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'occasion de faire le point sur les inégalités entre sexes au travail et dans l'éducation en France. Selon une étude de l'INSEE publiée lundi, les inégalités, qui sont toujours d'actualité, varient aussi en fonction de la région. En Bretagne, les filles ont sensiblement les mêmes résultats scolaires que les garçons. En Île-de-France, les écarts de salaire sont de près de 20% au détriment des femmes, légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Globalement, en France, les filles réussissent mieux leur scolarité, mais cette performance ne se retrouve pas dans la sphère professionnelle. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir. Thank you.